Bonjour chers étudiants et étudiantes, cette capsule numéro 4 consacrée à la croissance économique est réservée à la mesure de cette dernière. Et c'est la dernière capsule concernant ce thème. La mesure de la croissance. La croissance, elle est mesurée par un taux en pourcentage et ce taux mesure l'évolution du PIB qui est exprimé en valeur réelle. C'est le PIB réel. Et comme vous le voyez sur ce slide, vous avez le taux de croissance, pourcentage, égale la différence entre le PIB de l'année N plus 1 et l'année N, divisé par le PIB de l'année N multiplié par 100. Dans cette formule, vous voyez bien que l'indicateur utilisé pour mesurer et apprécier la croissance est le produit intérieur brut, le PIB. Nous allons parler de l'importance de cet indicateur, le PIB, de ses limites et évoquer les indicateurs alternatifs au PIB. Alors, l'importance du PIB. C'est quoi d'abord le PIB? Le produit intérieur brut égale à la somme des valeurs ajoutées produites par l'ensemble des secteurs institutionnels résidents se trouvant sur le territoire d'un pays au cours d'une année, bien sûr. Donc, c'est toutes les valeurs ajoutées créées par les entreprises, par les administrations publiques, etc. La condition est que les agents économiques ou les secteurs institutionnels doivent être résidents, c'est-à-dire se trouver sur le territoire économique du pays, et la valeur ajoutée est une valeur ajoutée qui est créée au cours d'une année. Le PIB permet de savoir comment la richesse est créée, utilisée et répartie. Parce que la richesse qu'il mesure, c'est une richesse créée. Et donc, il nous dit quels sont les agents économiques qui ont contribué à la création de cette richesse, comment elle est utilisée, c'est-à-dire lorsqu'on évoque la consommation. Donc, la première, la création de la richesse, c'est le côté offre. L'utilisation, c'est le côté demande. Et la répartition, cette richesse créée, elle est répartie entre qui? Donc, c'est la question de la répartition. Le PIB, il est important également dans la mesure. Il nous permet de connaître ou de savoir comment fonctionne l'économie. Et par conséquent, nous permet au gouvernement et aux décideurs publics de pouvoir orienter ses politiques économiques. Mais le PIB, malgré toute son importance, il permet, comme je viens de vous le dire, d'orienter les politiques publiques, de connaître comment fonctionne l'économie, de savoir comment est répartie, utilisée et créée la richesse. Il nous permet de calculer un bon nombre d'indicateurs et de taux, comme par exemple le taux d'épargne nationale, le taux d'endettement de l'économie, etc. Mais malgré tout ça, le PIB reste un indicateur
qui souffre beaucoup de limites, beaucoup de limites. Première des choses, c'est que le PIB ne tient pas en compte le travail bénévole, le travail domestique, le travail dans l'économie souterraine, c'est-à-dire le travail en noir. Le PIB ne retient pas ce genre d'activité, bien que ce genre d'activité, le travail bénévole, c'est une source de création de richesse. Le travail domestique, c'est aussi un travail qui a de l'utilité, qui crée une richesse. L'économie souterraine est créatrice de richesse également. Le PIB, par exemple, ne tient pas compte de la dégradation de l'environnement. On sait très bien que l'activité économique qui crée cette richesse-là, il détruit également l'environnement, soit par la surexploitation des ressources naturelles, soit par la pollution. Et donc cette surexploitation, c'est une destruction de la richesse. La pollution, c'est aussi une destruction de la richesse, de la santé, de l'environnement, etc. Et donc, le PIB mesure la richesse créée par l'activité économique, mais ne tient pas compte de la destruction de la richesse, également, qui est occasionnée par l'activité économique. Dégradation de l'environnement, pollution. Également, le PIB ne reflète pas les inégalités dans la société. On calcule généralement, par exemple, le PIB par habitant. Et on dit, par exemple, au Maroc, le PIB par habitant est de, disons, on va imaginer un chiffre, 50 000 dirhams par an, par habitant. Est-ce que ça signifie que tous les Marocains, chaque individu, touche effectivement 50 000 dirhams par an? Non. C'est juste une moyenne qui ne reflète pas les inégalités. Et admettons que nous avons uniquement 2 individus comme population. Le premier touche 10 000 dirhams, par exemple, ou 100 000 dirhams par an. Et le second ne touche rien, 0 dirham. La moyenne sera toujours 50 000 dirhams. Donc, le PIB ne renseigne pas sur les inégalités. Toujours dans les limites, le PIB mesure la création de richesses, les quantités des biens et de services nouvellement créés au cours d'une année, mais ne nous donne pas une idée, une mesure du bien-être, de la qualité de la vie, la santé, l'éducation, le chômage par exemple. Donc ce sont des éléments sur lesquels on n'a pas d'informations si on se limite uniquement à l'utilisation du PIB. Également, le PIB est important dans la mesure où il nous permet de connaître comment fonctionne l'économie et d'orienter les politiques économiques, etc. Mais malgré tout, le PIB, les signaux qu'il donne ne permettent pas, par exemple, de prévoir les crises économiques et par conséquent de pouvoir prendre les décisions nécessaires pour éviter la crise ou pour au moins réduire son impact. Donc ça, c'est une limite importante. Le PIB également ne peut pas se passer de la monnaie comme unité de compte. Et là, c'est important. Le PIB, il est, en fin de compte, même le PIB réel est exprimé en unité monétaire. C'est-à-dire, on dit que le PIB est de 100 000 dollars, de 200 milliards de dollars, etc. D'accord? Le fait qu'il est attaché à la monnaie signifie que le PIB ne retient que les choses qu'on peut évaluer monétairement.
de compte, les biens et les services, etc. Mais d'autres biens, d'autres activités qui créent de la valeur, mais qui ne sont pas monétisés, n'ont pas une valeur monétaire. C'est une richesse quand même, qui participe au bien-être de la population. Mais ce sont des richesses que le PIB ignore totalement du moment que on ne peut pas les mesurer monétairement. En conséquence, vu les limites et les critiques adressées à l'encontre du PIB comme indicateur, comme seul indicateur pour mesurer la croissance et par conséquent le développement, le bien-être, etc. d'une économie, on a commencé à proposer des indicateurs alternatifs pour mesurer la croissance et pour exprimer la croissance d'une économie. Le premier, c'est l'indice de développement humain, IDH, qui est proposé par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Le deuxième, c'est le bonheur intérieur brut, le BIB, utilisé par l'OCDE depuis 2011. L'épargne véritable ou l'épargne ajustée, proposée par la Banque mondiale. L'empreinte écologique est proposée par les ONG, surtout les ONG à connotation environnementale. Et puis, il y a les propositions de la commission Stiglitz, Sen et Fitoussi. L'indice de développement humain, IDH, utilisé par le PNUD. Cet indicateur synthétique combine 3 critères. Le PIB par habitant, parce qu'il est toujours important, le PIB, malgré toutes ses limites, il reste toujours quand même important. Donc le PIB par habitant. Le deuxième critère, c'est l'espérance de vie à la naissance, qui reflète un petit peu tout ce qui est santé, etc. Et puis, le niveau d'instruction, l'éducation, l'enseignement, etc. Les deux derniers critères, ils récupèrent un petit peu le côté bien-être, le côté la qualité de la vie. Si on est en bonne santé, donc il y a une certaine qualité de la vie. C'est la santé, c'est l'environnement, etc. Le niveau d'instruction également, c'est-à-dire l'investissement dans le capital humain. Les deux derniers critères se réfèrent à l'investissement dans le capital humain. Alors, comment est calculé cet indice, l'IDH? Les 3 critères, les 3 indicateurs qui sont utilisés, le PIB par habitant, l'espérance de vie à la naissance et le niveau d'instruction, sont ramenés à une échelle entre 0 et 1, et puis on les additionne. Admettons que par exemple, le PIB par habitant est égal à 0,2 sur une échelle de 0 à 1, l'espérance de la vie c'est 0,1, le niveau d'instruction c'est 0,3 par exemple, donc 0,2, 0,1, 0,3, ça fait 0,6 sur une échelle de 0,1. Et donc on dit, voilà l'indice. Le deuxième critère, c'est le bonheur intérieur brut, le BIB, utilisé par l'OCDE. L'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique qui regroupe surtout les pays les plus développés. Son siège se trouve à Paris, en France. Eh bien, cet indicateur, le BIB, est utilisé depuis 2011 et c'est un indicateur qui tient en compte, qui retient et qui est calculé à partir de 11 critères sur la base de données. Alors les données sont objectives et subjectives. Pour les données objectives,
c'est par exemple les revenus, le logement, l'emploi, la santé, l'éducation. Et puis, sur des données subjectives, comme par exemple le sentiment de sécurité, la vie en communauté, la gouvernance, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie en famille, etc. Donc, vous voyez, ce sont des critères subjectifs et d'autres objectifs. Par exemple, les critères objectifs, on trouve des statistiques sur les revenus, sur les logements, etc. Mais pour les données subjectives, on est obligé de faire des sondages, c'est-à-dire à s'adresser à un échantillon de la population et leur poser un certain nombre de questions et demander leur avis par rapport à la sécurité, à l'environnement, à la vie en société, etc. Les pays scandinaves, les pays comme le Danemark, la Norvège, le Suède, la Finlande, sont, en termes de PIB, occupent les premières places à l'échelle mondiale. L'épargne véritable ou l'épargne ajustée est proposée par la Banque mondiale. Alors c'est quoi cette épargne véritable ou ajustée? Alors, cet indicateur est mis au point pour exprimer la variation du capital économique, humain et naturel d'un pays à l'issue d'un cycle de production. Voyez. Donc, nous avons un cycle de production. Généralement, c'est l'année. Et ce cycle de production, quand il commence, nous avons un capital humain, nous avons le capital économique, nous avons un capital naturel. Et la roue économique, le cycle économique commence. Une fois qu'il est terminé vers la fin de l'année, pour faire les comptes, on recalcule ce capital humain, ce capital économique, le capital naturel, pour voir est-ce que il y a une variation positive ou négative de ce capital. Alors comment, sur le plan pratique, comment on calcule cette épargne véritable? L'épargne véritable, on la calcule en partant, en commençant, en tenant compte de l'épargne nationale brute. À partir de cette épargne nationale brute, on procède à 4 types d'ajustements. En prenant l'épargne nationale brute, on fait d'abord, on déduit la consommation du capital fixe, c'est-à-dire l'usure du capital tout simplement, l'amortissement du capital. On y ajoute les investissements en capital humain. Tout ce que nous faisons en termes d'investissement en capital humain, on va l'additionner. On va faire une autre déduction. On va déduire la baisse des stocks de ressources naturelles. C'est normal. On a des gisements de pétrole, de n'importe quel minerai, etc. Ce sont des stocks qui sont limités. Et en les utilisant, ils vont baisser. Et donc cette baisse-là, on doit en tenir compte. Et en fin de compte, on doit également déduire les dommages causés à l'environnement. Par exemple, les dommages causés par la pollution. Donc à partir de ces 4 ajustements, on calcule l'épargne véritable ou l'épargne ajustée. L'empreinte écologique, c'est un indicateur qui est utilisé notamment par les ONG à connotation environnementale, c'est-à-dire qui s'intéressent, qui se préoccupent de la question environnementale. Alors, cet indicateur évalue l'impact de la consommation à la différence de l'indicateur, l'épargne véritable qui parle du cycle de production. Ici, on parle de la consommation d'une population donnée selon la surface du sol et d'océans nécessaires pour la produire
et pour assimiler les déchets qu'elle génère. Donc, tout simplement, on considère une population par rapport à la surface du sol qu'elle occupe et les surfaces d'océan qu'elle utilise également. Et on considère la consommation de cette population. Cette consommation va nécessairement, on va consommer les richesses de cet environnement-là, le sol et l'océan, et on se demande quel est l'impact de cette activité sur l'environnement. En mesure, est-ce que l'environnement va régénérer d'abord les richesses déjà consommées, et puis la consommation engendre des déchets. Est-ce que cet espace-là est capable d'assimiler suffisamment les moyens, le temps d'assimiler les déchets occasionnés par cette consommation? Donc c'est ça le principe de cet indicateur. Si cette capacité ou cet indicateur dépasse les capacités du biosphère, ou la biocapacité plutôt, cela signifie que les capacités de la planète sont dépassées. C'est-à-dire qu'en consommant plus vite que ce que peut régénérer notre milieu environnant, en jetant plus de déchets que notre environnement est capable d'assimiler pendant un certain moment, forcément, cet environnement, il est dépassé. Parce que notre rythme de consommation et notre volume de déchets dépassent la capacité ou la biocapacité de notre environnement. Donc, dépasse sa capacité de régénérer les richesses consommées et dépasse sa capacité d'absorber les déchets. Au contraire, si l'indicateur est inférieur à la capacité de la biocapacité de notre environnement, cela veut dire que nous avons une empreinte positive, c'est-à-dire on ne nuit pas à notre environnement. Également, ici, cet indicateur ne se réfère nullement à la monnaie, à la différence de l'indicateur de l'épargne ajustée ou du PIB. Il ne se réfère pas à la monnaie, mais il se réfère à une autre unité de mesure, le hectare, la notion d'hectare global. Puisqu'il s'agit de calculer la capacité de notre environnement à absorber les déchets et à régénérer les richesses déjà consommées, donc c'est en termes de hectares que l'indicateur s'exprime. Ce qui suppose d'établir des équivalences entre différents types de surfaces. Parce que si on compte par exemple, prenons par exemple une zone désertique, par exemple, ou semi-désertique, et une autre zone humide. On sait très bien que, par exemple, dans les zones humides, l'environnement a plus de capacité, par exemple, pour régénérer des ressources, etc. Par contre, dans les zones sahariennes, etc., les choses sont beaucoup plus difficiles. Et donc, un hectare dans le nord, dans une zone humide, n'a pas la même notion, valeur qu'un hectare dans une zone saharienne, par exemple. Donc, mais ça suppose, donc on est obligé de trouver des équivalences entre ces espaces-là. Le dernier
En fait, c'est pas un indicateur, mais ce sont des recommandations faites par la commission Stiglitz, Sen et Fitoussi. Ce sont trois économistes de renom, notamment Stiglitz et Sen, deux prix Nobel, et qui ont préparé un rapport en 2009 qui a été adressé à la présidence française. Les conclusions de ce rapport sont les suivantes, ou plutôt les recommandations. Ils insistent sur le fait que le bien-être des populations doit être en premier lieu. Il faut l'améliorer, c'est-à-dire prendre toutes les mesures pour améliorer ce bien-être, la santé, l'éducation, etc. En fin de compte, si on résume, la première recommandation insiste sur l'investissement dans le capital humain. La deuxième recommandation se réfère à l'environnement et à la protection de l'environnement et à la notion de la soutenabilité. En fait, le développement, comme on va le voir dans le thème suivant, c'est un développement durable. On doit chercher un développement durable. Et le développement durable, c'est un développement qui tient compte de l'environnement en plus de la dimension sociale et la dimension économique. La troisième recommandation, c'est la capacité à prendre en compte l'efficacité des activités non marchandes. Rappelez-vous, je vous ai dit au départ que parmi les critiques adressées au PIB, le produit intérieur brut, c'est qu'il est trop attaché à la monnaie. Il ne tient pas compte, notamment, d'un certain nombre d'activités humaines créatrices de valeur et de richesse, mais qui ne sont pas monétisées. La solidarité nationale dans une société, c'est une valeur créatrice de richesse, mais qui n'est pas monétisée. Il n'est pas marchand, il ne transite pas par les mécanismes de marché, offre et demande. Et donc, le rapport de cette commission insiste sur le fait qu'il faut pas uniquement tenir compte de ces activités-là, mais aussi insiste sur le fait d'être conscient de l'efficacité de ces activités-là. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement parce qu'ils ne passent pas par le marché, ils ne sont pas monétisés. Non, c'est pas uniquement ça. Ils ne sont pas monétisés, donc il faut en tenir compte. Mais également, ce sont des activités qui sont plus efficaces que d'autres. Ici, le rapport insiste sur le fait que pour le développement d'une communauté, d'un pays, il ne faut pas réfléchir toujours en termes de marché, d'offre et de demande. Il y a d'autres façons d'organiser les choses, et ce sont ces nouvelles façons, ce ne sont pas vraiment nouvelles, ces façons-là, qui existent déjà dans les sociétés, sont efficaces. Et donc il faut, si vous voulez, mettre en valeur cette efficacité-là. Et puis, un élément important, l'inégalité. Nous avons dit que le PIB ne tient pas compte des inégalités, ne reflète pas vraiment le bien-être, etc. Ici, le rapport insiste sur les inégalités, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte des inégalités, mais il va au-delà, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'exprimer les inégalités, de les répertorier, de dire voilà, nous avons ceci, nous avons cela, nous avons inégalité entre femmes, nous avons inégalité entre l'urbain et le rural, par exemple, etc. Non, mais il faut les évaluer, et cette évaluation, c'est-à-dire que la question est de se dire, les inégalités nous coûtent quoi en fin de compte? Quel est le coût que l'on supporte lorsqu'on a une inégalité ou des inégalités dans la société? En faisant une évaluation de ces inégalités,
on sera encore plus conscient de leur importance et on sera encore plus incité à les réduire, voire à les éliminer si possible. Ce premier thème, et on vient de le finir. Merci pour votre attention. La prochaine capsule vidéo sera consacrée au thème numéro 2, relatif au développement, les approches théoriques, les stratégies, etc.